Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la préparation à une compétition en fait. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'athlètes qui loupaient leur compétition, non pas sur le plateau, enfin même si évidemment la gestion de match peut être mauvaise, mais en fait ils loupent leur compétition avant même de commencer leur compétition parce que bah, la préparation en amont a pas été incroyable. Donc voilà, je me suis dit que c'était un travail d'utilité publique et aujourd'hui je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux faire pour maximiser un peu ces différents aspects. Donc, d'abord, ce que je vais faire, c'est que, évidemment, on va parler du fait de maximiser ses chances de performer à un moment T et dans un contexte bien précis. Là, on parle de force athlétique. Donc, le contexte en lui-même, c'est être précis, genre un jour en question. Enfin, être fort un jour en question, sur un mouvement en question, donc le squat, le bench et le deadlift, et surtout sur un format spécifique, à savoir une rep. Ça va pas forcément être la même chose si tu cherches à être fort sur, je sais pas, 10 reps par exemple, ou si tu cherches à être fort sur un autre mouvement. Là, je te parle vraiment de force athlétique et peut-être que si c'est dans un contexte différent, bah forcément il y aura des petites différences. Donc voilà, ça s'appelle préparer une compétition, mais ça pourrait totalement être impressionner tes potes à la salle de sport parce que tu fais pas de compétition et juste t'as envie de faire tes max à la salle et c'est totalement ok. La vidéo, elle va se décomposer en deux points. Déjà, dans un premier temps, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est un picking. Donc, c'est le protocole qu'on va utiliser pour se préparer. Et ensuite, je vais te donner quelques recommandations pour que tu puisses genre, faire un petit peu ta tambouille à ta sauce et que tu saches un petit peu dans quelle direction il faut que tu ailles. Du coup, le premier aspect, ça va être le principe du picking. Et en gros, le picking, c'est une phase qui est un peu, qui est un peu spéciale. Parce qu'en fait, le principe du picking, c'est que globalement, en force, quand tu fais des blocs, que ce soit 4, 5 semaines, peu importe, si tu remarques, ta fatigue augmente pendant ton bloc. C'est-à-dire que plus tu vas avancer dans le bloc, plus tu vas être fort, mais aussi plus tu vas être fatigué. Et souvent, à la fin du bloc, si tu as un bloc, donc un bloc qui est une séquence d'entraînement de, disons, 5 semaines, souvent sur la cinquième semaine, bah, c'est là où tu es le plus fort, mais c'est aussi là où tu es le plus fatigué. Et c'est pour ça qu'après on recommence un autre bloc. Et du coup, en fait, le principe du picking, c'est un petit peu ça. C'est que tu te dis, ok, bon, ça veut dire que plus je suis fatigué, plus je suis fort. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de maximiser la fatigue à un moment donné pour maximiser ta force. Et en fait, sur la dernière partie du picking, donc qui s'appelle le taper, on va dissiper un peu toute cette fatigue qu'on a accumulée pour chercher à avoir un haut niveau de force tout en ayant un niveau de fatigue qui est beaucoup plus bas. Donc c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça le jeu du picking. Donc c'est pour ça qu'en fait on fait ça en deux temps. Donc il y a une partie accumulation où donc on cherche à genre clairement se surentraîner. Tu vois, tu vas en faire peut-être un petit peu plus que ce que tu as l'habitude de faire pour générer plus de fatigue et pour faire monter ton niveau de force. Et en fait, vu que de toute manière la force elle arrive un petit peu en retard par rapport à ta fatigue, tu vois, tu vas faire monter ta fatigue et en fait la force elle va monter juste un petit peu après. Bah à la fin en fait, le temps que tu fasses diminuer ta fatigue, tu vas garder un niveau de force haut pendant un petit moment. Et en fait, c'est exactement ce qu'on veut. On veut que la compétition tombe sur ce petit moment-là pour que tu surcompenses et que tu sois un peu plus fort. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je te recommande de faire? Globalement, ça va être assez simple. En fait, sur le picking, il y a différents aspects sur lesquels tu peux jouer. Et en fait, bon, évidemment, l'objectif, ça va être d'augmenter ta fatigue. Donc, avec ça, tu vas avoir différentes possibilités. La première possibilité pour augmenter ta fatigue, c'est d'augmenter la quantité de travail que tu fais. Donc tu vas faire peut-être plus de séries ou plus de répétitions de manière générale. Ou alors peut-être que tu vas augmenter l'intensité, donc que ce soit l'intensité relative ou l'intensité absolue. Donc soit tu vas faire des séries qui vont être plus lourdes dans l'absolu, soit tu vas faire des séries qui vont être plus difficiles. Et après, la troisième option qu'on va éliminer de suite, c'est le fait de saboter ta récupération. Donc globalement, tu te dis, ok, je vais faire le même entraînement que d'habitude, juste je vais récupérer moins bien, comme ça je vais être plus fatigué. Donc tu dors 4 heures et tu manges pas. Bon, ça va clairement pas t'aider, tu vas juste arriver le jour J en pièces détachées. Donc ça, on met sur le côté directement. Maintenant, du coup, il va nous rester plutôt le volume et l'intensité. Le truc, c'est que du coup, moi j'aurais plutôt tendance à te recommander d'augmenter légèrement le volume pour augmenter la fatigue. Parce que le volume, c'est une fatigue qui va s'installer dans le temps et qui va moins se dissiper rapidement en fait. Je m'explique, tu vois, par exemple, si tu fais des séries lourdes, si tu fais, je sais pas, on va dire une connerie, si tu fais un triplé lourd au bench, et que le lendemain, donc tu fais un triplé qui est assez difficile, hein, tu vois, t'es proche de l'échec, etc. Et le lendemain, tu te dis, ok, maintenant je vais faire plein de séries, 7 répétitions par exemple, assez légères, assez faciles. Le truc, c'est que souvent, sur tes séries plus longues qui sont après,
ou même si tu as plus de séries, tu risques moins d'être impacté en fait. Tu risques moins de sentir que tu es fatigué par le triple et lourd. Alors que si tu vas dans l'autre sens, si tu fais par exemple, je sais pas, je dis une connerie, plusieurs séries avec un nombre de répétitions assez important, on va dire 6 ou au-dessus globalement, bah, il y a de grandes chances à l'inverse pour que ton triplé il soit impacté, alors même que bah, sur ton triplé, tu as l'impression d'avoir vraiment donné ta vie et que bah, si tu as fait plus de séries, plus de répétitions et que c'est assez facile, t'as pas forcément l'impression d'avoir fait un entraînement difficile. Évidemment, plus tu vas augmenter le volume, etc., plus tu risques de sentir ça. Et c'est pas que lié au volume, hein. Si tu augmentes le volume et qu'en plus tu es proche de l'échec, évidemment, ça se multiplie. Mais disons que globalement, le volume va laisser plus de traces et du coup, ça va plus être bénéfique du point de vue de la fatigue. Et il y a aussi cet aspect qui est intéressant, c'est que en fait sur le volume, quand tu vas l'augmenter, si en plus tu fais ça de manière, comment que tu l'augmentes de manière spécifique, donc par exemple peut-être plus sur le volume de compétition, bah, en plus de ça, tu vas avoir peut-être un peu plus de pratique sur les mouvements que tu fais. Et du coup, bah, peut-être que tu auras une meilleure technique, peut-être que tu auras plus confiance en toi, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être assez bénéfique. Donc voilà, moi j'aurais plutôt tendance à te recommander d'augmenter légèrement le volume de compétition et du coup, à l'inverse, de limiter un petit peu le volume accessoire, le volume d'assistance que tu fais à côté en fait. Parce que en fait, le volume accessoire, il va te permettre d'avoir du renforcement musculaire potentiellement sur... Enfin, tu vois, globalement, c'est des résultats qui vont arriver peut-être un peu plus tard, tu vois, c'est un pari qui est plus long terme. Alors que pour le coup, le fait de bosser sur ces exercices de compétition, c'est vraiment un résultat instantané. Et en fait, si tu veux, dans un bloc de picking, on est vraiment dans une optique très court terme. Tu es à 3 enfin, entre 3 et 6 semaines de ton échéance. Donc, bon, faire du renforcement musculaire, il y a assez peu de chances que que tu aies des cuisses 2 fois plus grosses parce que tu as doublé ton volume à la presse à cuisse, tu vois, au bout de 5 semaines. Donc, à l'inverse, on va plutôt chercher à être efficace sur les mouvements de compétition, quoi. À la rigueur, tu peux garder des exercices accessoires et d'assistance. Enfin, tu peux en garder, hein, ça veut juste dire que peut-être il faut que tu réduises un petit peu la quantité de volume que tu fais dessus. Euh, Par exemple, si tu as des exercices de prévention, des exercices qui te permettent d'avoir moins de douleurs, etc., bah, avant une compétition, ça peut être intéressant parce que si tu as des douleurs, de toute manière, tu ne seras pas dans la meilleure configuration pour performer en fait. Ensuite, on va avoir la dimension intensité. Alors, sur cet aspect-là, moi je vais quand même te recommander d'inclure des singles. Donc des séries de une répétition, tout simplement, parce que bon, bah, déjà c'est ce que tu vas faire en compétition, donc ça te donne un point de repère et surtout ça te permet d'évaluer assez précisément ta force en fait. Tu vois très bien si d'une semaine à l'autre, par exemple, ton niveau monte. Après, évidemment, tu pourras me dire que c'est la même chose si tu fais un top 7, enfin une même série de 2 ou 3 répétitions, ça peut fonctionner aussi parce que ça te permet quand même d'avoir un travail qui est assez lourd. L'inconvénient que je vois avec ça, surtout pour des pratiquants qui sont moins expérimentés, c'est que du coup c'est plus compliqué pour faire une bonne feuille de match. Le jour J, si t'as pas fait des séries de une répétition par exemple depuis pas mal de temps, bon bah déjà potentiellement tu risques d'être un petit peu perdu sur quel niveau tu as en fait. Si tu as fait, je sais pas, supposons que tu as un max au squat qui soit autour de 200, mais que tu le sais pas, bah je sais pas, tu as fait des doublés à 190, tu te dis ok, bon bah c'est assez proche, mais si tu veux, plus tu vas augmenter le nombre de répétitions et plus tu vas t'éloigner du single, moins ça va être précis. Donc c'est pas quelque chose forcément que je recommanderais à des pratiquants qui sont pas hyper expérimentés, alors qu'à l'inverse, tu vois, si tu as fait, je dis une connerie, tu as fait 190 avec un petit peu de marge la semaine d'avant, tu te dis bon bah ok, je sais que je vaux à peu près tant, c'est un peu plus précis quoi. Donc c'est surtout pour ça, d'autant plus que bah, le jour J, encore une fois, tu vas être sur une répétition, donc c'est bien quand même d'avoir un petit point de repère, même pour l'aspect confiance, avoir une idée assez précise de là où tu en es en fait. Donc c'est surtout pour cet aspect-là. Après, évidemment, là, tout ce que je te donne, c'est des recommandations. Ça ne veut pas dire que c'est des règles absolues. Tu peux très bien faire un très très bon picking en n'ayant aucun single, etc. Tu peux très bien... Enfin, tu vois, c'est juste des règles que je vais donner plutôt pour des pratiquants qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des préparations. Parce que, encore une fois, c'est des choses qui peuvent faire une grosse différence. Ensuite, il y a l'aspect confiance. Alors là-dessus, c'est pareil, c'est quelque chose qui me paraît hyper important. Globalement, sur un picking, en fait, il faut se dire qu'un picking, si tu veux, c'est un pari. C'est comme si tu étais, je sais pas, au casino, etc. Et donc, en fait, il y a plein de trucs qui peuvent marcher. Mais tu as des choix, si tu veux, comme on dit, c'est un gros risque pour un gros résultat. Mais du coup, si tu veux maximiser tes chances d'être fort à un moment T, bah tu veux pas simplement être fort, tu veux être le plus sûr possible que ça arrive. Et de toute manière, il faut se dire que le picking, c'est un risque. À partir du moment où tu changes les paramètres par rapport à ce que tu fais de manière habituelle dans ton entraînement, bah forcément, il y a des choses.
qui risque de pas être comme d'habitude. Après, évidemment, avec l'expérience, plus tu sais ce que tu fais, etc., plus tu vas pouvoir réduire ce risque. Et donc, plus tu vas pouvoir te permettre, je sais pas, plus tu te connais, plus tu vas pouvoir te permettre de tenter des choses. Mais si c'est la première fois que tu en fais, etc., tu vas pas te mettre à changer un tas de paramètres, etc. Parce que, attends, en fait, ça peut très bien marcher, évidemment, mais ça peut aussi ne pas bien marcher du tout. Et globalement, par exemple, dans un picking, souvent, tu vois, par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'augmenter le volume potentiellement de compétition. Si tu augmentes le volume de compétition drastiquement, tu vas drastiquement augmenter la fatigue, par exemple. Et donc ça peut être super bien. Tu peux te dire, ok, bah, j'ai augmenté super bien la fatigue, j'ai réussi à faire un super taper, etc. Donc le jour J, je me sens hyper fort. Sauf que à l'inverse, en fait, tu peux te retrouver à, ah bah mince, j'ai accumulé trop de fatigue, j'ai pas réussi à la dissiper comme il fallait. J'ai les coudes en miettes, j'ai les épaules en miettes, j'ai le dos en miettes, et du coup, bah, le jour J, je sais pas, on prend l'exemple, peut-être que si tu as fait un super picking, au lieu de squatter 200, peut-être, je sais pas, tu vas squatter, allez, sur une fourchette haute, peut-être 215, tu vois. Alors qu'à l'inverse, tu peux très bien te rater, et ça j'en vois tout le temps, qui bah, ils finissent pas à 200, en fait ils finissent à 185 ou 180, tu vois, voire même parfois ils bullent, parce qu'ils s'attendaient à avoir un niveau bien supérieur, et bah, vu ils ont mal géré les paramètres du picking, ça s'est mal passé. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense que j'aurais même dû le mettre en priorité au-delà de l'augmentation du volume, etc. C'est quand même garder quelque chose d'assez proche de ce que tu connais. Autre exemple, je t'ai parlé plutôt d'augmenter le volume de compétition. Pourquoi? Parce que bah, le jour J, tu vas faire, par exemple, tu vas faire du squat, tu vas pas faire du squat tempo, supposons. Sauf que le truc, c'est que si tu as l'impression que le squat tempo, avec ça déjà depuis, je sais pas, depuis quelques blocs, tu as des bons résultats, que ça te permet d'avoir une bonne technique, etc. Bah en fait, ça peut être une bonne idée de garder du squat tempo, tu vois. Il y a des athlètes qui se disent ouais non moi je veux pas mettre par exemple je veux pas mettre une variation parce que je veux pouvoir avoir des charges qui sont élevées, etc. Mais t'as pas forcément besoin d'avoir que des charges élevées. Déjà si tu as inclus des singles ou que si tu as inclus une ou deux séries lourdes dans la semaine, bah t'as déjà ton stimulus lourd en fait. Donc t'as pas forcément besoin d'avoir que du spécifique, d'avoir que des séries très lourdes sur un format de compétition. Tu peux très bien faire une super préparation avec par exemple un squat tempo. Si tu as remarqué que ton squat tempo, j'ai une bêtise, il te permettait vraiment d'avoir une bonne technique, bah c'est pas grave s'il est moins lourd. À partir du moment où tu as une bonne technique, vraiment c'est quelque chose qui a pas de prix quoi. Donc voilà, c'est pas grave d'être un petit peu moins spécifique. Le truc le plus important, c'est d'avoir quelque chose qui soit proche de ce que tu connais et que tu saches que ça peut fonctionner comme ça. C'est pareil, si tu fais un picking, on te dit augmenter le volume de compétition, si tu as toujours fait un squat ou deux par semaine, tu vas pas passer à 3 ou 4 d'un coup parce que bah voilà, tu changeais un tas de paramètres et tu sais pas du tout comment ton corps va réagir. Donc ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi très mal se passer. Donc, si tu veux jouer safe, si tu veux être sûr d'être, en tout cas maximiser les chances d'être fort, bah, il vaut mieux éviter de faire des trucs que tu n'as jamais fait, quoi. Pareil, maximiser l'efficacité technique. Je t'en ai parlé avec le coût du tempo. Tu peux ajouter du volume de compétition, pourquoi pas. Mais si tu as l'impression que, je sais pas, tu as une variation que tu as fait, en fait, que tu as envie de continuer à la faire, mais que tu doutes parce que tu dis non, mais c'est un picking, il faut que j'ai plutôt quelque chose de plus spécifique, que du coup tu veux absolument, par exemple, avoir un squat de compétition. Moi, je te recommande plutôt de garder quelque chose que tu connais, qui tu sais que ça marche plutôt que de changer du tout au tout, d'autant plus que peut-être que le squat tempo, si tu l'enlèves, tu vas pouvoir mettre plus lourd, peut-être que si tu mets plus lourd, ça va te faire plus de fatigue, et peut-être que même le tempo, il te bride en termes de charge, il t'empêche de mettre trop lourd, et que du coup, ça te force à mieux te concentrer sur ta technique. Donc tu vois, il y a un tas de paramètres comme ça qui sont assez importants à garder à l'esprit en fait, et si tu le fais pas, bah, tu risques vraiment d'avoir une mauvaise surprise le jour J. Donc ça, vraiment, c'est des choses... à partir du moment où en fait, tu as une légère augmentation du volume, que tu as quand même des séries lourdes dans la semaine, donc des séries lourdes, on va dire au-dessus de 85%, euh, même si c'est des singles, c'est peut-être très bien, et que en plus de ça, techniquement, tu es au mieux de ta forme, bah, c'est excellent. Parce qu'on sait très bien que la force, c'est pas simplement avoir le plus de muscles possible, ou même juste maximiser sa fatigue, tu vois. Évidemment, il y a le fait de maximiser sa fatigue parce qu'on est dans le cadre, enfin, maximiser, avoir plus de fatigue parce qu'on est dans le cadre d'un picking, mais aussi et surtout, on n'oublie pas que pour être fort, il faut avoir une bonne technique. Donc finalement, c'est quand même un truc sur lequel enfin, que tu dois garder dans un coin de ta tête, tu vois. Faut pas se dire que tu vas all-in sur un paramètre, tu vas pas te dire, ok, on va. Romain, il a dit qu'il fallait maximiser la fatigue, donc on va maximiser la fatigue. Non, tu l'augmentes un petit peu, mais à côté, il faut que tes autres voyants ils soient toujours au vert. On n'en a pas parlé, mais c'est hyper important que tu pas de douleur, c'est hyper important que ta technique soit bonne, etc. Parce que, encore une fois, si tu as juste une fatigue qui est haute et que tu as mal partout et que ta technique elle est catastrophique, tu vas juste être nul.
C'est pareil, si tu cherches absolument à charger lourd, etc., parce que tu dis non, mais là, c'est la compétition arrive, etc., il va absolument falloir que je charge lourd, bah du coup, tu vas te retrouver à peut-être avoir des dégradations techniques, parce que je vais dire une bêtise, mais peut-être si tu fais du développé couché, bah tu vas mettre plus lourd, donc peut-être que tu es un peu plus en confiance, mais à côté, tu vois que tes standards ils se dégradent, parce que tu sais que si t'as autant de séries aussi lourdes, peut-être que tu vas moins, enfin peut-être que tu risques de lever les fesses, peut-être que tu vas faire des pauses un peu plus courtes, tu vois, que des petits trucs comme ça. Et le jour de la compétition, ces standards-là, ils pardonneront pas. Donc c'est aussi hyper important que tu sois en confiance sur ce que tu fais, que tu saches exactement quelles vont être les règles de compétition et que tu t'assures qu'à l'entraînement, ça soit carré. Parce que sinon, tu vas les découvrir sur le plateau et spoiler, ça va pas bien se passer, tu vois. Parce qu'en plus, les arbitres, ils vont te voir une fois faire un quart de squat, ils vont se dire, bon, lui, lui, il est fini, tu vois. Donc voilà, ça c'est vachement important. Et du coup, une fois que tu as fait enfin, ce picking, tu vois, que tu as bien fait monter ta fatigue, que tu es bien techniquement, que tu n'as pas de douleur, là, du coup, va arriver le moment où tu vas chercher à diminuer un peu la fatigue. Et donc, ce moment-là, ça s'appelle le taper. Le taper, c'est quand même un peu différent d'un deload, parce qu'en fait, si tu veux, dans un deload, le seul et l'unique objectif, c'est de récupérer. On n'en a rien à foutre de comment ça se passe après. Un deload, on veut juste récupérer. On fait une semaine où on charge un petit peu moins, on met un peu moins de séries, etc. Sur un taper, l'enjeu il est un petit peu différent, et c'est pour ça que les gens parfois se disent non, mais un taper c'est un déload. Non, c'est pas la même chose, parce que sur un taper, tu veux récupérer, mais il y a quand même cet objectif derrière de maximiser tes perfs en fait. Et donc, si tu te retrouves à faire, tu vois, par exemple, je vais donner un exemple tout bête, mais si tu penses juste à la réduction de la fatigue, tu te dis, ok, bon, bah moi j'ai une stratégie, ok, j'ai eu beaucoup de fatigue, donc maintenant je vais avoir beaucoup de repos. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'entraîner sur la dernière semaine. Qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça? Il y a de grandes chances que si tu as l'habitude, je sais pas, de faire du développé couché 4 fois par semaine, que d'un coup tu loupes 4 développés couchés, ben, ton corps, le jour de la compétition, il va se demander où t'es, tu vois, il va se dire, mais un développé couché, je sais plus faire, tu vois, la trajectoire, elle va partir en cacahuète, tu vas avoir beaucoup de difficultés à te placer correctement, etc. Donc, l'objectif d'un taper, c'est de récupérer, mais pour être fort à l'ensuite. Donc il ne faut pas que tu te désentraînes, il ne faut pas que tu perdes tes habitudes, etc. Donc moi, ce que je te recommande de faire, si jamais tu n'as aucune idée de comment commencer ton taper, c'est de s'inspirer d'un déload. Tu as déjà certainement eu des semaines de récupération suite à un bloc, une séquence d'entraînement qui était assez difficile. Du coup, tu te dis, ok, bon, comment ça s'est passé après ce déload-là? J'ai fait ça, ok, j'ai beaucoup réduit le développé couché. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de beaucoup réduire le nombre de séries ou l'intensité sur le développé couché, ça n'a pas super bien fonctionné. Ok, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait que je fasse une diminution peut-être un peu moins drastique. Tu vois. À l'inverse, peut-être que si j'ai énormément diminué la fatigue sur le soulevé de terre, genre j'ai fait peut-être, au lieu de faire 8 séries de soulevé de terre, peut-être que j'en ai fait que 3 et en fait j'ai fait des séries super légères et après je me suis senti hyper fort. Bon, bah ça c'est pareil, tu vois, c'est des trucs qu'il faut que tu puisses noter bah, pour pouvoir réussir ton taper. Parce que je vais te le dire de toute manière, personne réagit de la même manière à un picking. Personne va taper de la même manière. Donc c'est vraiment important que tu t'inspires de ce que toi tu as déjà fait. Et peut-être que tu n'as jamais fait de taper, mais il y a quand même de grandes chances que tu aies fait un déload. Et si tu n'en as pas fait, putain, qu'est-ce que tu fous, tu vois. Ou alors peut-être que t'en as jamais mis, mais je t'invite du coup à tester d'en mettre après des phases d'entraînement un peu difficiles. Donc, tu t'inspires de ton déload, tu te dis, ok, ce lift-là, après avoir beaucoup récupéré, bah, il n'est pas forcément très fort parce que j'ai quand même besoin d'un peu plus de fatigue. Moi, j'ai des exemples d'athlètes comme ça qui fatiguent beaucoup au squat, par exemple, mais qui ont quand même besoin de fatigue, enfin, qui ont quand même besoin d'un minimum de fatigue pour être performants. Je me dis, ok, bon, bah, à ce moment-là, on va faire en sorte qu'il ne soit pas 100% frais le jour J parce que je sais que s'il est 100% frais, il ne sera pas fort. Euh, à l'inverse, sur un autre mouvement, peut-être qu'il va falloir être hyper frais. Donc là, c'est vraiment à toi de voir. Je te dis encore une fois, tu regardes ce que tu as fait sur ton dernier déload, tu notes mouvement par mouvement, tu dis ok, bon bah j'étais à tant de séries, j'ai réduit à tant, j'ai été à telle intensité, j'ai réduit à tant. Voilà ce que ça a donné comme résultat, voilà comment je me suis senti. Et maintenant, du coup, tu as toutes les clés qu'il te faut pour réussir ton taper. Donc peut-être que tu vas pas y arriver dès la première fois, mais c'est pour ça que je te dis, tu t'inspires un peu d'un déload, tu essaies de rester dans quelque chose que tu connais. Encore une fois, si, je sais pas, pendant tes semaines de récupération, tu réduis un tout petit peu, bah, tu vas pas te mettre au dernier moment à réduire à fond parce que tu te dis, ok, ça j'ai vu que chez quelqu'un d'autre ça fonctionnait parce qu'il y a des chances que pour toi ça fonctionne juste pas. Donc voilà, essaye de rester toujours sur quelque chose que tu connais, quoi. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Là, j'ai la gorge bien sèche. Je vais pouvoir aller boire un grand verre d'eau. J'espère que ça t'a plu. Si jamais ça t'a plu, bah, déjà fais-le moi savoir avec un petit like, un petit commentaire, etc. Et dans les commentaires, n'hésite pas à me donner d'autres idées de sujets. Je lis tout, absolument tout. Donc voilà, fais-toi plaisir. N'hésite pas à me faire signe. Et du coup, je te dis à la prochaine.